là ce matin. Nous poursuivons donc nos travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons ce matin messieurs Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, et François Lefebvre, directeur général de BPI France Assurance Export. Pour la bonne information de notre commission d'enquête, il a été indiqué que seul M. Lefebvre pourra s'exprimer et répondre aux questions concernant les garanties publiques à l'exportation que BPI France gère pour le compte et sous le contrôle de l'État. M. Dufourcq pourra quant à lui s'exprimer et répondre évidemment à toutes les questions de notre commission pour les autres activités de financement et d'investissement de BPI France. Avant de vous laisser la parole, messieurs les directeurs, pour un propos introductif, si vous le voulez bien, une vingtaine de minutes à vous deux, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. La vidéo sera, le cas échéant, diffusée sur les réseaux sociaux, puis consultable à la demande. Elle fera, bien sûr, l'objet d'un compte-rendu. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Messieurs les directeurs, je vous invite maintenant, successivement, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents dans le secteur de l'énergie, y compris sous forme de prestations de conseil ou de participation à des cénacles financés par les énergéticiens. Monsieur Dufourcq. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt, monsieur Lefebvre. Je dispose d'un plan d'épargne entreprise qui investit dans des OPCVM qui répliquent l'Eurostock 50 et le CAC 40 et les classes mais vraisemblablement des actions au total indirectement. Très bien, votre réponse sera ainsi mentionnée au compte-rendu. Je vous propose donc de démarrer. Je pense que je ne sais pas qui de vous deux veut commencer. C'est vous, monsieur le directeur général. Bien alors, je vous laisse la parole et vous répondrez ensuite aux questions du président, du rapporteur et bien sûr de l'ensemble de nos collègues. Je vous en prie, monsieur le directeur général. Très bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bonjour. Donc BPI France, je vais peut-être vous redire quels sont nos métiers et quels sont les possibles points d'adhérence avec le groupe Total Énergie, pour que les choses soient parfaitement claires. Donc notre métier, c'est de financer les entreprises françaises, de la petite jusqu'à la très grosse, en étant prêteur, actionnaire, garant. Ça allait, voilà. Donc nos métiers sont le crédit, l'investissement en fonds propres directs, l'investissement indirect, c'est-à-dire que nous investissons dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des entreprises, ça s'appelle le fonds de fonds. Nous sommes également un fonds de garantie, donc nous garantissons les banques françaises sur leurs crédits domestiques les plus risqués ou sur leurs crédits export. C'est l'assurance crédit sur compte public État, dirigée par François Lefebvre à mes côtés. Nous sommes également une grande société de conseil maintenant pour les PME. Les PME n'avaient pas accès au conseil, nous l'avons fait et comblé cette faille de marché. Nous avons enfin une grande activité d'accompagnement à la création d'entreprises en France pour tous les créateurs dans les territoires. Voilà. Nous sommes Banque du Climat. Banque du Climat, ça veut dire que toutes nos actions sont intéressées par la question climatique et, j'ai envie de vous dire, colorées par un militantisme climat. Donc, ça veut dire que dans la garantie, nous sommes en train de lancer la garantie verte, qui fait que la commission de garantie sera plus faible si le crédit qui est garanti par nous va vers quelque chose qui a une dimension positive pour la transition climatique. Le crédit, nous sommes l'un des plus gros prêteurs français
de la transition énergétique, donc photovoltaïque, éolien. Nous sommes constamment appelés par la place en cofinancement dans des pools qui nous permettent de financer les parcs français. Donc c'est sur le territoire français. Mais François vous dira également que nous garantissons ex-Coface, donc BPI France Assurance Export, des crédits export importants sur des parcs éoliens à l'étranger. Le plus gros que nous ayons jamais fait s'appelant Dogger Bank, tu en parleras tout à l'heure. Et donc ça, c'est non pas sur le bilan de BPI France, mais sur le bilan de l'État, et c'est nous qui sommes l'opérateur. Voilà, donc en crédit, nous faisons cela, mais nous faisons plus que cela, puisqu'en crédit, nous sommes également la banque qui fait un porte-à-porte de masse de 20 000 PME, pour beaucoup industriels, pour les accompagner dans leur décarbonation. J'ai envie de vous dire que l'ADN de BPI France, le code génétique de BPI France, c'est de faire des porte-à-porte de masse. C'est-à-dire qu'on est une banque qui va transformer les choses. C'est une banque qui a des impératifs de politique publique qui sont des politiques de transformation du tissu productif français. Et au cas particulier, il s'agit bien de décarboner. Donc nos collaborateurs qui sont sur le terrain, dans 55 agences locales, dans leur voiture, vont à la rencontre des entrepreneurs. Et ils leur proposent des diagnostics, des bureaux d'études, et ils leur proposent également des prêts, qui sont des prêts sans garantie. S'ils sont sans garantie, c'est bien que l'État finance le risque, au travers de fonds de garantie, dotés par le programme 134. On les appelle les prêts verts. Ces prêts verts, nous en avons fait plus de 2 milliards d'euros à date, et ils sont conditionnés par l'accomplissement par l'entrepreneur d'un diagnostic. Donc c'est comme ça qu'on lance en fait le parcours personnel de l'entrepreneur vers sa propre décarbonation. Voilà. Alors ensuite, nous finançons beaucoup l'innovation dans le domaine climatique, les green tech. On le fait avec des subventions, on le fait avec des avances remboursables, avec des obligations convertibles, avec des prêts à l'innovation et à l'amorçage qui sont financés par l'Europe. Et je tiens à le souligner, des montants relativement importants, et puis nous mettons beaucoup de fonds propres dans les start-up de la transition énergétique française, technologique. Enfin, en fonds propres, nous investissons beaucoup chez les développeurs. Donc nous avons investi chez RN, ce qui nous a amené à être en contact avec Total, puisque nous avons vendu à Total la société RN. RN, c'est la société qui a été créée par Paris Mouratoglou, qui avait fait EDF Énergie Nouvelle, qui est redevenu entrepreneur pour son compte propre en créant RN. Nous sommes rentrés à son capital. Par parenthèse, nous avons fait des très très belles plus-values, puisque Total a racheté très cher à Paris Mouratoglou ces activités-là, qui sont donc des activités éoliennes et photovoltaïques dans le monde entier, avec une présence française, mais pas seulement française, grecque, indienne, Détroit de Magellan, etc. Voilà. RN a été un actif important pour nous. Nous avons investi dans Neoen, qui est une société cotée dans la transition énergétique. Nous avons investi dans Quadrant. Nous avons investi dans Direct Énergie. Tout ça en fonds propres. Et puis, ça, c'est les grands noms connus. Ensuite, il y a plein de petits noms dans les territoires dans lesquels nous mettons du capital au travers d'un fonds direct, géré par mes équipes, qui s'appelle le FIEE. Donc c'est le fonds d'investissement dans les énergies, je sais pas quoi, enfin, électriques. Voilà. Et puis je termine par l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est tous les consultants qui travaillent pour nous et que nous envoyons dans les entreprises. Parmi lesquels il y a énormément maintenant de consultants transition climatique, décarbonation, adaptation, biodiversité, sur des diagnostics que nous avons construits avec l'ADEME, qui est un peu notre partenaire frère. Donc nous construisons nos offres avec l'ADEME, et ensuite le réseau, j'ai envie de vous dire, le réseau de vente massive, porte-à-porte, de l'État auprès des PME, c'est la BPI. Voilà. Bon, alors, donc quelles sont nos relations avec Total dans ce contexte-là ? Je vais vous les lister rapidement. Nous sommes actionnaires de Stellantis, donc 7% du capital de Stellantis. Et Stellantis a créé ACC, la Gigafactory de batterie à Douvrin, avec Total et avec le groupe Daimler. Voilà. Et donc,
Alors, les choses ont évolué, puisque Total se désengage progressivement de ACC, et la dernière augmentation de capital les a dilués. Donc maintenant, Stellantis a 40% du capital d'ACC, je pense que Daimler 40%, et Total a dû descendre à 20%. Tout ça est né de la stratégie qu'avait lancée Total avec la société Saft. Vous vous souvenez que Total avait racheté Saft à Angoulême, et donc c'est à Nersac très précisément. Et donc c'est à Nersac, dans l'usine Saft de Nersac, que la ligne pilote qui a permis de construire ensuite, dans des temps absolument records, la Gigafactory de Douvrin, a été faite. Hein, nous y sommes rendus. Donc ça, ce sont des programmes. Donc nous sommes indirectement 7% en haut, Stellantis 40% d'une société commune avec Total, coactionnaire avec Total de ACC. Sachant que par ailleurs, ACC a levé une très grosse dette. Et cette dette a été garantie par l'État, en garantie de projet stratégique à 80%. Une dette BNP Paribas, donc d'un grand pool bancaire l'idée par BNP Paribas, garantie de projet stratégique instruite par les services de François Lefebvre, sur bilan de l'État. Hein. Sachant aussi que ACC a bénéficié de 685 millions d'euros de subventions France 2030 pour l'établissement de cette usine à Douvrin, à comparer à ce que Prologio a reçu, qui est plutôt 1,5 milliard, hein, ainsi que Vercors, qui a reçu également un gros volume de subventions. Voilà, donc ça c'est l'adjacence ACC. Ensuite, avec Total, qu'est-ce qu'on a? On a une adjacence indirecte au travers de Technip, puisque nous sommes actionnaires de Technip Énergie, TEN. Technip Énergie, nous avons de mémoire 10% du capital. Hein. Société magnifique, c'est le premier ingénieriste français. Donc, Technip Énergie a Total comme client. Mais donc, je vais vous dire quels sont les contrats de Technip Énergie avec Total. C'est essentiellement de la capture de CO2. Hein. Je préfère être parfaitement transparent, évidemment. Hein. Si vous me donnez une seconde. Alors, si la recherche sur... Oh, c'est insupportable la recherche là-dessus. Je vais vous le retrouver. Mais donc, Technip Énergie a 3 contrats avec Total, qui sont des contrats de capture de CO2. Tu l'as imprimé ? Bon, ça me permet de faire un commentaire sur Technip Énergie, parce que c'est quand même la grande participation oil and gas de BPI France. En oil and gas, nous étions actionnaires de Vallourec, nous sommes sortis. Nous étions actionnaires de CGG, nous sommes sortis. Dans les deux cas, d'ailleurs, avec de lourdes pertes, parce que mes prédécesseurs étaient rentrés au sommet. Et puis, il y a eu les retournements complets du marché. Et voilà. Donc ça, ce sont des affaires qui sont des affaires terminées. Hein. Et ça, c'est Technip. C'est la capitale PNR de Total Énergie. Hein? Ah non, ça c'est Total Énergie. Ouais. Ah, oui, mais je vais vous le retrouver. Et donc, Technip, nous avons... Je voudrais vous raconter l'histoire parce que c'est quand même important. Hein. Nous étions actionnaires de Technip. Technip a fusionné avec le grand groupe américain FMC. Et ça a donné Technip FMC. Vous avez entendu tout le débat, à Paris en particulier, sur l'idée que Technip FMC était parti, que la France avait perdu Technip, qu'on avait failli perdre Publicis, qu'on perdait nos grands groupes. Bon, alors, la vérité, c'est qu'en effet, la fusion... Pardon ? La vérité, c'est que Technip FMC a vu son siège social, puisqu'il y avait Technip France et puis FMC Amérique. Donc, ils ont pris un siège social qui était fiscal, en réalité, à Londres, avec 50 personnes. Pour le reste, la tour Technip est restée à Paris, une grande partie des centres de pouvoir sont restés à Paris, la direction financière est partie à Houston, etc. Bon, il s'est trouvé qu'entre-temps, Trump est arrivé au pouvoir.
Or, Technip FMC avait de gros contrats à Yamal et dans l'Arctique, en territoire Poutine. Hein. Et donc, le patron américain de Technip FMC, dans le monde trumpien qui s'ouvrait, a commencé à considérer que c'était trop risqué pour lui de faire des affaires en Russie. Et donc, il s'est déclaré ouvert à rescinder Technip FMC en deux. On a profité de cette occasion, nous, pour foncer dans la brèche et rapatrier les activités d'ingénierie historiques, plus grand ingénieriste pétrole, gaz et maintenant énergie renouvelable français, à Paris. Et nous avons réussi. Donc Technip est devenu Technip Énergie Nouvelle, TEN, coté à Paris, avec l'ensemble de sa recherche. L'entreprise est revenue. La seule chose qui n'est pas revenue est une activité dont vous vous souvenez peut-être qui s'appelait Coflexip. Coflexip est resté dans le périmètre américain. Hein, voilà. Donc, nous sommes restés donc actionnaires de cet ingénieriste-là et nous l'accompagnons dans sa transition vers les énergies nouvelles. Hein. C'est devenu un grand ingénieriste de l'hydrogène. Nous avons beaucoup d'actions avec eux en ce moment sur l'hydrogène. Un grand ingénieriste également de la capture de carbone dans les sites oil and gas. Technip fait, par totalement transparent, 50% de son chiffre d'affaires sur du LNG. Hein, donc nous avons 10% du capital de Technip qui fait 50% de son chiffre d'affaires en LNG. Ce qui m'amène à vous dire quelle est la position de BPI France sur le LNG. Le LNG, pour nous, est une énergie de transition importante, mais de transition. Hein. Dans le parcours qui nous emmène vers les conclusions de la dernière COP, on pense qu'on ne peut pas se passer du LNG. Hein. Donc c'est une énergie de transition, certes carbonée, mais beaucoup moins polluante que les autres. Et donc à ce stade, ça ne nous pose pas de problème d'avoir 10% du capital d'une société qui fait du design de trains de LNG encore pour 50% de son chiffre d'affaires. Voilà. Et on va voir que l'assurance crédit de BPI France a couvert jusqu'au 31 décembre 2022 les trains de LNG de Technip. Depuis la nouvelle loi, à partir du 1er janvier 2023, ou au 24, à partir du 1er janvier 2023, décision de l'État, hein, l'assurance crédit publique française sur compte État ne peut plus financer des projets gaziers à l'étranger, sauf une exception que tu expliqueras. Et du coup, Technip se finance avec d'autres assureurs crédits européens qui sont Euler Hermès, SACE, UK Export Finance, qui sont nos concurrents. Voilà. Ça, c'est l'adhérence. Donc, j'ai parlé de l'adhérence ACC, j'ai parlé de l'adhérence Total Énergie Nouvelle, à qui nous vendons nos actifs d'énergie nouvelle, et je parle de l'adhérence Technip. Hein. Voilà les trois grandes adhérences que le groupe BPI France a avec Total. Il y en a une quatrième que je souhaite citer, qui est financière. C'est que BPI France a levé un très gros fonds qui s'appelle le fonds LAC, qui est un fonds de 5 milliards d'euros, dans lequel nous avons mis 1 milliard, et nous avons levé le reste auprès d'acteurs privés. Ce fonds a vocation à amplifier l'action de BPI France d'investissement dans les grandes multinationales cotées françaises pour bien les ancrer en France contre les activistes. Ce fonds a investi dans EssilorLuxottica pour empêcher son départ vers l'Italie, a investi dans Arkema à un moment où Arkema était attaqué par Elliott, a investi dans Alstom, a investi dans SPI, un grand acteur de la transition énergétique dans le bâtiment, par parenthèse, a investi dans Elis, le numéro 1 mondial des blanchisseries, etc. Des grands groupes français mondiaux qui avaient un capital un peu dilué, donc un peu fragile. On prend du capital, on rentre au conseil d'administration, toujours. Eh bien, beaucoup de grandes entreprises françaises ont investi dans ce fonds pour donner un coup de main en fait à la place. Il se trouve que ça leur rapportera beaucoup d'argent par ailleurs, hein, parce que le fonds marche bien. Mais c'est surtout pour permettre à la place d'avoir cet instrument dont nous avions besoin, puisque nous n'avons pas de fonds de pension. Ça remplace un fonds de pension à lui seul. Hein. Et Total a mis dans LAC d'argent, ce fonds s'appelle LAC, et son nom de code c'était LAC d'argent, a mis, je peux vous dire pourquoi d'ailleurs, mais
toujours un petit peu d'humour, parce que le grand acteur anglo-saxon qui fait ça, il s'appelle Silver Lake. Et on s'était dit, mais s'ils sont capables de le faire, pourquoi pas nous? Et ils font Silver Lake, et ben à tout prendre, on va faire Lac d'argent. Voilà. Donc le fonds s'appelle Lac, et Total a investi dans Lac 30 millions d'euros. Donc Total est un LP, dans le jargon de notre métier, est un LP de BPI France, pour 30 millions d'euros sur les 5 milliards du fonds Lac d'argent. Voilà ce que je peux dire moi, rapidement, j'étais un peu long. Monsieur Lefebvre. Nicolas, merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Peut-être un petit focus sur BPI France Assurance Export, parce qu'il y a plusieurs questions dans le questionnaire qui sont relatives aux garanties publiques. Donc comme l'a dit Nicolas, en fait BPI France Assurance Export est une filiale à 100% de BPI France. Donc nous faisons partie du groupe, nous avons les mêmes services RH, les mêmes services juridiques, informatique, etc. Mais parce que nous sommes garants et que BPI France est prêteur et actionnaire, afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, il y a deux process de décision différents. C'est-à-dire que BPI France, pour son compte propre et ses activités pour le compte d'État, a donc son conseil d'administration, Nicolas, et donc le process de décision. Et puis pour les garanties publiques, qui est la seule chose que fait BPI France Assurance Export, il y a un process de décision qui est différent et autonome. Et donc il y a deux types de décisions. Il y a des décisions qui sont prises par l'État. Ce sont des décisions du ministre qui sont prises après délibération d'une commission interministérielle, dite commission des garanties. Et BPI France Assurance Export, dans ce cadre, conseille le ministre et la commission sur les décisions à prendre. Donc on présente des analyses crédits, des analyses sociales et environnementales, on y reviendra. Et donc ça, c'est le premier type de décision, et ce sont les décisions les plus importantes. Et pour rebondir sur votre questionnaire, les projets que vous avez mentionnés, donc notamment Yamal et Coral South, ont été pris avec ce type de décision sur notre conseil. Et ensuite, nous avons des décisions que nous prenons en délégation, donc pour des seuils inférieurs qui dépendent du risque pays. Et donc dans ce cas, c'est BPI France Assurance Export qui prend directement un risque sur le compte de l'État afin de soutenir les exportations. Donc il y a deux spécificités à avoir en tête. BPI France Assurance Export s'engage évidemment pour soutenir les entreprises françaises et en particulier pour soutenir les exportations. C'est-à-dire que pour que nous puissions intervenir, il faut qu'il y ait un contenu français, au moins 20% de biens ou de services faits en France, et donc qui constitue une exportation et que nous pouvons soutenir dans ce cadre-là, dans le cadre de l'arrangement de l'OCDE. Et donc nous intervenons en subsidiarité du marché, c'est-à-dire que nous intervenons si le marché privé ne peut pas intervenir, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit de subventions. L'assurance crédit, et donc BPI France Assurance Export, dégage depuis 25 ans désormais des excédents annuels, donc de l'ordre de 400 millions d'euros pour cette année, pour le bénéfice, et qui sont reversés intégralement au bénéfice de l'État. Donc c'est une activité économique, hein, donc une politique d'accompagnement des entreprises, mais qui rapporte des ressources à l'État. Et donc, évidemment, dans le cadre de tout ce que fait BPI France et de tout ce que fait le gouvernement pour soutenir la transition énergétique, BPI France Assurance Export ne soutient plus depuis le 1er janvier 2023 les projets dans le domaine. Je cite l'article 152 de la loi de finances que vous avez adoptée. Donc nous ne soutenons plus les opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, à l'exception des opérations qui améliorent l'impact, qui diminuent l'impact environnemental négatif ou qui améliorent la sécurité des installations existantes, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production. Ça, c'est quelque chose d'assez unique au monde. À notre connaissance, BPI France, l'État et donc via BPI France Assurance Export est le seul État à avoir mis dans la loi cette interdiction. Pour nos partenaires européens qui ont d'autres exceptions, ce sont des politiques internes de leur agence d'assurance crédit. Et donc ça, si vous me passez l'expression, donc ça c'est le bâton, c'est la partie restrictive, et ensuite il y a des incitations. Donc nous accompagnons avec le bonus climatique, nous essayons d'accompagner davantage d'entreprises qui font des exportations
dans le domaine de la transition énergétique, donc c'est le bonus climatique pour l'assurance crédit. Nous avons aussi l'assurance prospection verte, donc nous aidons des entreprises qui ont des démarches de transition énergétique et des produits à proposer dans ce secteur en augmentant l'assurance que nous leur proposons dans leur démarche de prospection. Et puis, donc nous avons, avec la garantie interne et la garantie des projets stratégiques, des outils domestiques pour aider les entreprises, là cette fois-ci en France, à investir dans la transition. Toutes nos opérations de catégorie A, donc notamment celles qui concernent le oil and gas, sont publiées avant la prise en décision 30 jours sur notre site, 30 jours avant la prise de décision sur notre site internet avec l'analyse environnementale et sociale. C'est ce à quoi nous sommes engagés via l'OCDE, et toutes nos opérations sont également publiées ex post sur notre site internet. Donc la France, ou directement via la direction, via le ministère de l'économie ou via BPI France Assurance Export, encourage d'autres États à prendre les mêmes engagements. Donc ça a été le cas avec une réforme de l'arrangement de l'OCDE qui a eu lieu cet été, qui a conduit à l'interdiction du financement des centrales thermiques à charbon, ce que nous ne faisons plus depuis 2015, mais que l'OCDE a désormais interdit pour les centrales thermiques à charbon qui n'ont pas de capture de carbone. La France a été à l'initiative de la création d'une coalition qui s'appelle E3F, donc Export Finance for Future, avec 10 autres États européens afin de promouvoir encore davantage, donc davantage de restrictions dans le secteur du financement export des hydrocarbures. BPI France Assurance Export, à la demande de l'État, a été le premier assureur crédit à adhérer au principe de Poséidon, qui définissent des trajectoires de neutralité carbone pour le secteur maritime. Et évidemment, nous poursuivons, en soutien de l'État français, toutes les démarches diplomatiques dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, dans le cadre de l'Union européenne, et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, davantage d'États à prendre des engagements similaires à ceux de la France en matière de financement export des hydrocarbures. Merci, messieurs. Oui, la relative protestation de Madame la Présidente Prima était liée au fait que vous avez dit vous avez adopté. Et je vous rappelle que la LFI 2023 et d'ailleurs celle de 2024 ont été adoptées au 49.3. Donc en réalité, nous n'avons pas adopté grand-chose. Mais bon, ainsi va la vie, c'est quand même le budget. Très bien. Moi, j'avais une question justement sur la fin des garanties depuis le budget initial 2023. Mais vous avez déjà répondu que nous sommes les seuls au monde. Alors, à l'avoir mis dans la loi. Donc ça va faire plaisir aux rapporteurs qui sur le coup, considèrent que nous sommes quasi exemplaires, puisque nous sommes les seuls à l'avoir mis dans la loi. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, sur le ton de la plaisanterie, parce que monsieur le rapporteur va vous poser ensuite une question, non mais c'est rien, mais est-ce que le fait que ce soit dans la loi, est-ce que vous l'auriez fait, j'allais dire de vous-même, si ça n'avait pas été dans la loi? Ou est-ce que le fait que ce soit dans la loi et que par conséquent vous ne puissiez plus du tout le faire a eu des conséquences financières ou des conséquences quelles qu'elles soient sur BPI France? Donc c'est sûr que là on lave plus blanc. Ah oui. On est l'agence de crédit export de l'OCDE qui est la plus exigeante. Bon. Il y a toujours un prix à ça. Hein. Le prix, c'est que la petite centaine de PME industrielles de toute la chaîne de sous-traitance qui est derrière, elle ne peut plus se couvrir avec l'assurance crédit française quand elle participe à des projets à l'export. Hein. Donc soit elle se réoriente vers d'autres activités, soit elle va chercher de l'assurance crédit, encore une fois italienne, britannique, allemande, sauf que tout le monde a une règle de part nationale. Et donc les Italiens disent, écoutez, d'accord, on va vous couvrir, mais ça serait bien que vous ayez un petit atelier de production en Italie. Hein. Donc ça a des conséquences quand même. Alors bon, on était inquiets, on va se le dire, quand la décision a été prise. On a essayé... On l'a exprimé, hein, on est toujours très transparent, nous, la BPI, on ne cherche pas à se cacher dans notre petit doigt. Bon. Et on est tellement en défense des PME que c'est notre combat principal, donc on a dit on est quand même inquiet. Bon.
À la vérité, donc un an plus tard, on constate que ça a eu un impact sur à peu près 60 PME. C'est ça. Hein. On est capable de le quantifier, cet impact? Pas vraiment. Hein. Non. Bon, en fait, on sait qu'il y a 68 entreprises qui nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir, ils auraient aimé avoir de la couverture et on ne peut plus leur accorder. Donc, c'est 68 entreprises au cours de l'année 2023. On participe au pool technique, en fait. J'ai retrouvé l'information sur Technip. Donc, c'est intéressant de voir que cette première société française d'ingénierie oil and gas et le reste. Donc, elle a un projet en cours seulement avec Total, qui est un projet de réalisation d'unités pour la production de biojet fuels, le SAF. C'est chez vous? C'est à Grand Puy. Voilà. Et puis, sinon, elle a 3 projets avec des entreprises dont Total est actionnaire, mais pas majoritaire. Et c'est de la capture de carbone, pré-combustion, sur des parcs LNG, au Qatar. Voilà. Très bien. Allez, on va commencer par les batteries de questions. Pardon. Monsieur le Président, juste pour compléter sur l'impact sur BPI France et BPI France Assurance Export, le BPI France Assurance Export et BPI France d'ailleurs, pareil, ne tire aucun bénéfice du volume d'assurance crédit que nous faisons en fait. Et donc notre rémunération est complètement indépendante. Donc si conséquence il y a en termes financiers, elle est pour le budget de l'État puisque les primes et l'intégralité des primes sont reversées au budget de l'État. Bien sûr. Très bien. Monsieur le rapporteur. Merci. Merci pour vos présentations et pour vos premiers propos. Donc effectivement, tant mieux que la loi aille dans le sens de la cohérence, au fond, de nos engagements climatiques et des discours que nous tenons sur la sortie à engager des énergies fossiles. Est-ce que vous pourriez être... alors on a bien compris qu'à partir du 1er janvier 2023, pour les crédits export, ça n'était plus possible. Qu'est-ce qui se passe pour les projets qui n'ont pas forcément été engagés, mais qui ont été décidés avant le 1er janvier 2023? Je pense par exemple au projet GNL en Australie. Vous êtes engagé, d'après ce que je comprends, à hauteur de 156 millions en soutien d'un projet où Total Energy a 26% des parts, le projet GNL Ichthys. Qu'est-ce qui se passe pour ces financements-là? Deuxièmement, à un moment donné, j'étais un peu confus dans les présentations, puisque les crédits export ne peuvent plus financer, soutenir, garantir, évidemment, des projets de gaz. D'accord ? Mais BPI, de manière générale, considère que le GNL, notamment, est une énergie bas carbone, ce qui ne signifie pas une énergie renouvelable, on est d'accord ? Et donc, je n'ai pas bien compris, au fond, quelle était la cohérence entre BPI France et Crédit Export sur le GNL. Est-ce que BPI se sort aussi, pas forcément des entreprises, mais en tout cas des projets qui sont encore sur le GNL? Et puis j'aimerais comprendre comment vous évaluez, au fond, le caractère bas carbone du GNL, sachant que plusieurs experts du pétrole nous l'ont dit, le GNL peut être extrêmement polluant, y compris quand il est, notamment quand il est issu du gaz de schiste. Donc, comment vous évaluez ça? Vous avez mentionné, au fond, vos interventions dans les entreprises, y compris quand vous avez des participations. Quel bilan, au fond, vous faites, puisque vous êtes la Banque du Climat maintenant, quel bilan vous faites de votre rapport stratégique dans les entreprises dans lesquelles vous avez des participations au regard de cette transition que vous portez? Autre question, si on prend un pays comme l'Ouganda, vous faites aussi du risque pays, de l'évaluation risque pays. Vous considérez que l'Ouganda est un pays assez safe du point de vue du risque pays.
comment vous analysez toutes les polémiques qu'il y a autour du projet, notamment ICOP, et puis de forage en Ouganda. Il y a quand même un certain nombre effectivement de polémiques autour du respect des droits humains ou pas. Le gouvernement ougandais, quand on voit ces dernières lois, notamment autour de l'homosexualité, ne peut pas être considéré comme un pays totalement respectueux des droits humains. Donc comment vous, au fond, comment vous construisez vos indicateurs pour les risques pays? Et enfin, dernière question, pour mieux comprendre comment vous intervenez dans le champ de la coopération économique à l'étranger. Dernièrement, il y a un an à peu près, le ministre du Commerce extérieur s'est rendu en Tanzanie pour signer un certain nombre de contrats de coopération économique, soutenant évidemment nos entreprises, 3 jours après que la Tanzanie ait re-signé le projet ICOP, ou en tout cas accordé son feu vert. Est-ce que vous intervenez dans ce type d'accord de coopération économique avec des pays à l'étranger, et là, opportunément, autour d'un projet pour le moins contesté? Quand vous répondez naturellement, les appréciations personnelles du rapporteur ne sont pas des orientations sur vos réponses. Si vous pouvez répondre de manière précise, certes, mais le plus concise possible, parce qu'ensuite, il va nous rester 30-40 minutes pour l'ensemble de nos collègues. Je vais vite, effectivement. Donc, effectivement, sur le GNL, donc, dans notre doctrine climat, politique de risque, etc., le LNG passe. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous mettre à vendre notre participation dans Technip au motif que Technip fait 50% de son chiffre d'affaires dans le GNL. Bon, ça, on a fait travailler évidemment tout un pool d'experts. On est très très actifs sur ces sujets-là, hein, et on considère qu'il y a quand même un consensus important sur le fait que, comme énergie carbonée dans la période de transition qui nous emmène vers la décarbonation totale, c'est une énergie importante, dans laquelle il y a toute une filière française que Bpifrance accompagne, dans laquelle il y a énormément de PME en particulier. Hein. Voilà, donc dans notre doctrine, nous pouvons continuer à mettre de l'equity dans une société comme Technip ou dans des sociétés, des PME des territoires qui sont sur cette filière-là. À titre personnel, je suis d'ailleurs même allé me rendre moi-même à Yamal à l'époque. Hein. C'était évidemment une autre époque. C'était avant le Covid. Et voilà. Et donc j'ai vu ce que les ingénieurs français étaient capables de faire là-haut. Yamal ayant été couvert par Bpifrance Assurance Export. Hein. L'Ouganda, Bpifrance Export n'a pas couvert, a proposé une décision négative. Hein. Donc nous n'y sommes pas. La Papouasie Nouvelle-Guinée non plus. Arctique 2, donc le successeur de Yamal, c'était après les déclarations présidentielles au sommet de la biodiversité. Donc nous n'y sommes pas allés. Hein. En dépit d'une demande très très forte des banques françaises qui voulaient être couvertes pour financer ce nouveau projet de Technip. Technip s'est retiré depuis de Yamal et s'est retiré de Arctique complètement, totalement. Ça a été d'ailleurs difficile à gérer puisque c'était des volumes financiers considérables. La Banque du Climat, alors, merci de poser cette question parce qu'effectivement ça nous occupe beaucoup. Nous sommes actionnaires en direct de pas loin de 900 entreprises. C'est très important. Hein. Et dans ces entreprises, il y a beaucoup de grandes entreprises multinationales françaises cotées. Et quand nous sommes actionnaires, nous sommes toujours au conseil d'administration. Nous ne faisons pas de gestion d'actifs, comme Amundi, hein, ou comme la gestion d'actifs de la Caisse des dépôts et consignations. Nous faisons de l'investissement actif. Donc nous sommes toujours dans la gouvernance. Et étant dans la gouvernance, ça nous donne des possibilités importantes d'influence que nous exerçons sur le sujet climatique. Donc si je prends les entreprises cotées dans lesquelles nous sommes, eh bien je pense pouvoir dire que nos représentants au conseil d'administration sont les plus actifs sur la question climatique. Nous avons créé dans Bpifrance, division fonds propres, une équipe complète, plein temps, qui revoit tous les documents consacrés alors, à l'ESG, à la RSE, mais bon, au climat.
qui sont de plus en plus techniques. Étant de plus en plus techniques, les membres de conseil d'administration ont de plus en plus de mal à les comprendre, pour être très franc. C'est un monde à part. Et donc nos équipes travaillent ces documents, passent les coups de fil dans les entreprises avant les conseils d'administration, préparent nos représentants au conseil d'administration à poser les bonnes questions, de manière à ce qu'on ne soit pas dans la liturgie, qu'on déteste à la BPI, et ce qu'on soit absolument opérationnel. Nous avons également demandé et obtenu, dans la plupart des cas, la création de comités climat dans les conseils d'administration. Typiquement, moi je suis le président d'ST Microelectronics, nous avons un comité climat, je suis au conseil d'administration de Stellantis, nous passons des heures carrées sur la question climatique, sur des présentations qui sont en effet de plus en plus complexes, avec des acronymes dans tous les sens, des référentiels normatifs, surtout pour ces entreprises qui sont mondiales. Et donc, heureusement que, j'ai envie de dire, nous avons construit cette très bonne équipe, je dois dire, de spécialistes pour nous préparer à être actifs autour de la table. Mais je dois dire qu'on est les seuls. On est les seuls à faire ça. Alors ensuite, dans les PME, on est les militants. Et enfin, quand nous investissons en fonds de fonds, c'est-à-dire que nous investissons dans tel ou tel fonds privé, nous demandons, nous sommes de plus en plus exigeants à ces fonds privés d'eux-mêmes, puisque c'est eux qui vont être au contact des entreprises finales, pousser l'agenda climatique et de décarbonation. Voilà. J'ai envie de dire que, évidemment, on essaie de tout embrasser. La question de l'eau, la question de la biodiversité, la question de l'adaptation, etc. Il y a une ligne directrice pour l'année 2024 qui est pour nous vraiment très très importante, c'est l'électrification de l'industrie française. Comme nous sommes une grande banque de l'industrie, en fait, dans le plan stratégique, j'ai oublié de vous le dire, mais on va mettre dans les 4 années qui viennent 35 milliards sur le climat et un autre 35 milliards sur l'industrie. Mais une industrie en renaissance, nativement verte. Et donc, on est actionnaire de beaucoup d'entreprises industrielles. Et il nous semble qu'une priorité absolue, c'est d'électrifier l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on suit et qu'on va suivre de plus en plus. Ce qui pose des problèmes technologiques parfois. Bon, mais donc je passe sur les détails, mais c'est ça notre priorité. Ouganda, j'ai répondu, nous ne sommes pas. Comment est-ce qu'on construit les indicateurs qui font qu'on continue? Pour ça, c'est l'État. C'est la direction du Trésor qui prend sa décision. Exactement. Donc chaque année, il y a la rédaction de la politique de financement export, qui est le fruit d'un travail interministériel, donc avec le ministère de l'économie notamment, le ministère des Affaires étrangères, donc la direction du budget, et ensuite pour chacun des secteurs, donc les ministères compétents, donc la DGAC pour l'aviation civile, la DGA pour l'armement. Et donc en fait c'est le résultat de cela qui fait la politique de financement export auquel je pense vous faisiez référence. Et donc donc tous ces critères rentrent en ligne de compte. Et ensuite, au niveau de chaque projet, il y a une analyse sociale et environnementale qui est faite, donc de façon à vérifier que le projet respecte les règles de la Banque mondiale et les standards de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, donc pour le projet lui-même. Et donc il y a une analyse du respect des droits humains dans le cadre de cette analyse environnementale et sociale. Et pour répondre sur ICTIS et de façon générale sur les projets qui sont dans notre portefeuille, donc nous ne vendons pas, nous avons décidé de ne pas vendre notre portefeuille, évidemment en accord avec l'État, puisque si nous voulions céder ces expositions de façon forcée, il faudrait ça serait évidemment un prix assez défavorable, puisqu'on serait forcé à le faire. Et donc pour ICTIS, pour vous donner un ordre de grandeur, le projet sera amorti dans 4 ans, donc en 2028, et il reste 90 millions d'euros d'exposition. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir le remboursement de façon à ne pas rendre la prime pour ce projet, et de façon générale pour les projets hydrocarbures que nous pouvons encore avoir en portefeuille. Qui vont se terminer assez rapidement maintenant. Tout à fait. Et alors sur la Tanzanie? Pardon. Sur la Tanzanie, non, mais comme tu l'as dit, en fait, nous ne faisons pas partie du projet ICOP. Et on ne nous interroge absolument pas sur la définition d'une politique de coopération par pays. Pas du tout. Très bien, merci messieurs. Alors, nous allons commencer par Monsieur Tissot.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les directeurs, pour vos présentations. Et finalement, on a pris l'habitude, finalement, que vous répondiez à nos questions presque dans vos discours liminaires. Donc, je vais essayer quand même de vous poser des questions assez précises, du coup, peut-être complémentaires à ce que vous nous avez déjà dit. Il y a quelques semaines, à votre place, nous auditionnions le président de l'ADEME, Sylvain Wasserman, donc un partenaire, manifestement, de la BPI, indiquait que son agence soutenait chaque projet en fonction de la pertinence de ce dernier, en écartant les notions de rentabilité et d'aide à des acteurs privés qui font des bénéfices. Alors, ma question est peut-être un peu simple, mais est-ce que cette approche est semblable à BPI France? Et quels sont vos critères de sélection? Alors, vous avez parlé de la garantie verte, j'ai entendu, mais est-ce que les critères de sélection pour les choix de soutien, est-ce qu'une priorisation est faite sur certains points? Et ne pensez-vous pas que l'impact sur l'environnement et de la biodiversité du projet ou de l'entreprise soutenue devrait être prioritaire? Parce que vous avez dit que vous aviez un développement garantie verte, mais est-ce que c'est prioritaire par rapport à d'autres actions? Et enfin, dans notre commission, Valérie Masson-Delmotte et Françoise Gémen ont affirmé que, pour elles, les compagnies gazo-pétrolières européennes gagneraient à s'affirmer comme des leaders de la transition énergétique. Partagez-vous cet avis sur la transition qui devrait effectuer plus rapidement ces entreprises? Est-ce un axe d'accompagnement développé par la BPI? Vous l'avez un peu abordé là, avec les 2 fois 35 milliards, mais je ne sais pas exactement. Et puis j'avais une question, mais vous avez répondu aussi, mais j'ai besoin d'une réponse peut-être très claire à propos du projet Yamal, vous l'avez dit, un projet de GNL, un des plus grands du monde. BPI est complètement... Vous n'êtes plus du tout dans le projet. Je vous réponds. Voilà, mais 3 questions. Je réponds directement. Allez. Donc, merci pour toutes ces questions. La première, alors on est une institution financière, hein, et donc on ne peut pas faire de crédit à des entreprises qui ne pourront pas les rembourser. Ça, c'est clair. Cela dit, on est aussi, et c'est ça, je pense, la beauté de l'objet, hein, un instrument de transformation. Raison pour laquelle nous avons créé cette grande direction du conseil, du consulting, de l'accompagnement, qui nous permet d'accompagner des entreprises auxquelles on ne va pas faire de crédit. Donc on a à peu près 1500 consultants qui travaillent pour nous, pas tous sur la question climatique, hein, mais enfin quand même pas mal. On a une cinquantaine de bureaux d'études climatiques qui travaillent pour nous. Et dans le porte-à-porte de masse des 20 000 PME que nous avons lancé, vous avez beaucoup de PME qui ne sont pas clientes des produits financiers de BPI France parce qu'elles ne pourraient pas l'être. Hein? En revanche, on va quand même les voir pour les accompagner dans leur décarbonation. Hein. Donc on est vraiment devenu une force de projection de l'action publique en matière de décarbonation du tissu productif. Elle paye ce service de conseil, hein, partiellement, il est subventionné. Elle ne pourra pas payer la totalité du prix, c'est bien pour ça que nous l'avons développé d'ailleurs. En revanche, elles ont des équilibres de bilan qui sont trop fragiles pour qu'on puisse leur faire du crédit. Et j'en profite pour dire que depuis le début, nous avons dit, et notre gouvernance nous a bien soutenus sur ce point-là, que le rôle de la BPI n'était pas d'être l'institution qui aurait les plus beaux ratios climatiques le plus vite possible, parce que c'est très simple à faire. Hein. Vous excluez les PME dites marron. Hein. Voilà, c'est comme une école qui sortirait tous les mauvais élèves. Nous, on est l'école de la République, donc on prend tout le monde. On prend tout le monde, tous ceux qui sont au fond de la classe. Niveau, quand même. Je vous laisse à vos débats. Oui. Pas tout le monde en même temps. On répond à la question de M. Tissot. Vous nous parlerez de vos réformes de l'éducation plus tard. Allez-y. Donc notre mandat républicain, c'est de prendre 100% des boîtes, hein, y compris celles qui n'ont pas compris, y compris celles qui sont débordées, celles qui sont au fond de la salle, les décrocheurs, on les prend. Et on les prendra. Ce qui veut dire que quand on nous demande, mais montrez-nous votre trajectoire de décarbonation du portefeuille, etc., ça va pas assez vite, je dis, attendez, nous, notre trajectoire, elle sera en cloche, parce qu'on prend tout le monde. Et on a jusqu'à 2050 pour le faire. Si vous nous demandez de faire une belle trajectoire, tout de suite, là, très bien, mais vous allez voir le nombre de PME des territoires qu'on ne pourra plus financer. Est-ce que c'est ce qu'on demande à la Banque publique d'investissement? Non. Voilà. Donc, on est banque climatique de la République, hein, prend tout le monde. Alors, accélérer la transition des entreprises, j'ai pas bien compris, seulement les gazopétrolières ou celles qui utilisent les énergies fossiles?
D'autres, oui, ça c'est notre métier. Ça, c'est notre métier. Mais donc ça veut dire que quand on va voir un fabricant de valves en aluminium en région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, hein, et qui nous dit, mais moi, je fais comment ? Je fais comment pour décarboner, etc. Bon, on fait travailler les consultants, les bureaux d'études avec lui pour voir comment, dans la durée, il va pouvoir faire son pivot. Et on travaille tout. Donc on commence par les flux d'eau, d'électricité en particulier. Très rapidement, on peut faire des économies importantes d'eau. Impressionnant, les résultats de nos diagnostics montrent qu'il suffit d'un diagnostic de 2 jours pour, en moyenne, économiser 14% d'eau. Hein. Donc il y a beaucoup de gains rapides en réalité qu'on peut réaliser. Ensuite, il y a des transitions beaucoup plus difficiles qui supposent de l'éco-conception des produits et parfois des changements stratégiques assez radicaux pour l'entreprise qui prennent plusieurs années. Mais nous avons ce dialogue avec eux. Nous avons vraiment ce dialogue avec eux. Yamal, le BPI France n'a jamais été en direct autrement qu'au travers de la garantie export qui était accordée au crédit qui était accordée aux banques qui faisaient partie du pool de financement de Yamal, dans lequel on retrouvait Entrepose, Vinci, Technip et Total. Total comme sponsor. Total comme sponsor et actionnaire de la société cliente. C'est ça. Très bien. Monsieur Favreau. Je voulais vous interroger sur... vous avez un peu répondu, mais d'une façon que j'aimerais voir éclaircie. C'est à partir du moment où vous adoptez une politique de climat, que vous avez pris la décision, bon, vous êtes actionnaire 100% public, si ma mémoire est bonne. 98%, oui. Est-ce que, à ce moment-là, sur les contrats en cours, alors vous venez de nous dire que vous sortez un petit peu en fuseau sur un certain nombre d'engagements contractuels que vous aviez pris avec vos clients ou ceux que vous soutenez. Je demandais, vous n'avez pas interrompu complètement tout de suite les contrats en cours en demandant, par exemple, ce qui juridiquement aurait été difficile, le remboursement des prêts que vous aviez faits. D'accord. Sur, je ne parle pas de la société export, assurance. Ça me paraît là plus facile à gérer. Est-ce que aujourd'hui vous ne prenez plus, bien évidemment, aucun contrat susceptible d'affecter les problèmes, les engagements français sur le climat? J'ai cru comprendre que oui. À combien évaluez-vous la perte pour vos actionnaires, pour votre actionnaire, de ce changement que vous avez opéré dans votre politique par la cessation d'un certain nombre de crédits nouveaux et par finalement l'extinction des crédits en cours? Alors, je vais clarifier. C'est dans l'assurance crédit qu'il y a une rupture qui est liée au vote de la loi l'année dernière. Donc, c'est l'assurance crédit BPI France Assurance Export pour compte de l'État qui ne peut plus garantir des prêts. Excusez-moi, mais je l'avais mal entendu sans doute ce que vous aviez dit. Donc, dans l'assurance crédit, on s'est arrêté. Il n'y a plus de nouvelles polices. Les anciennes polices continuent de garantir les anciens crédits et les anciens crédits sont remboursés progressivement. Mais comme nous sommes sur de vieux contrats, il reste peu de choses à rembourser. Voilà. Donc, dans quelques temps, tout ça va s'éteindre. En revanche, pour la politique directe de BPI France, sur le bilan de BPI France, que ce soit fonds propres ou crédit, sur le LNG, nous continuons. Mais en réalité, on ne fait rien. Mais nous pourrions continuer. Le point fondamental, encore une fois, c'est notre participation dans Technip, qui nous paraît très importante pour la France. Très importante pour la France. Et donc une politique qui consisterait à répliquer ce qui a été décidé sur l'assurance crédit, sur la totalité du portefeuille de BPI France, nous forcerait à vendre sur le marché
notre participation dans Technip, qui est pourtant une entreprise stratégique pour le pays. Donc nous ne le recommandons vraiment pas. D'autant plus que Technip est en train de devenir un grand acteur de l'ingénierie de la transition énergétique. Grand acteur... Comment ? Non, parce que je pense que l'APE serait également contaminée par la même règle. Et donc, on est quand même très très content que Technip soit celui qui a les contrats de carbone capture du Qatar, par exemple. Et Technip va devenir un grand acteur de l'hydrogène français. Voilà. Technip est en transition. Raison pour laquelle il s'appelle Technip Énergie Nouvelle. Voilà. Très bien. La perte, elle serait donc pour l'État, dans la gestion de l'assurance crédit, sur son bilan. Nous, en assurance crédit, nous recevons de l'État un remboursement de frais d'instruction des dossiers. Donc ça ne nous impacte pas. L'État, de son côté, lui, voit son activité d'assureur baisser. Et ça lui fait perdre des commissions qui sont bien tarifées sur des contrats. Bon, voilà, donc... je ne peux pas évaluer combien ça représente. On est toujours sur l'assurance, excusez-moi Oui. d'insister, mais sur les contrats ordinaires, qui sont des contrats de prêt ordinaires. Là, il n'y a aucun impact. Il y a ceux qui sont en cours, qui vont se terminer donc sur les activités présumées coupables. Oui. Et la perte pour vous de ces marchés Oui. spontanés sur d'autres prêteurs aux, Oui, oui. aux entreprises. Oui, oui. Les fameux 68 là, de tout à l'heure. Mais comme... Mais... Peut-être, Oui, vas-y. juste, alors il est difficile de quantifier les affaires qui auraient pu nous venir et qui ne nous sont pas venues. Donc c'est difficile de vous donner une réponse chiffrée. En revanche, comme nous le disions tout à l'heure, donc nous avons l'une des politiques les plus exigeantes parmi les agences de crédit export, y compris au niveau européen. Donc, pour vous donner quelques exemples, l'Italie, via son agence de crédit export qui s'appelle SACE, continue de financer des activités dans le domaine du gaz naturel, et donc possiblement d'attirer Technip pour faire des contrats avec eux. Donc ça c'est au niveau européen, et au niveau mondial. Donc ni les Américains, ni les États-Unis, ni le Japon, ni la Corée du Sud, qui sont les trois principaux pourvoyeurs au sein de l'OCDE de crédit export, n'ont pris d'engagement pour limiter le soutien export aux activités et pétrole et carbone. Donc ça, c'est au sein de l'OCDE. Et ensuite, évidemment, si on regarde au niveau mondial, donc il y a d'autres agences de crédit export qui ne font pas partie de l'OCDE. Donc évidemment, la Chine, la Turquie, le Brésil, qui n'ont pas pris ces mêmes engagements. Mais, monsieur le sénateur, donc ça, c'est toujours l'assurance. Donc pour répondre à votre question précise sur les financements directs par BPI France, on vous l'a envoyé. En réalité, donc, en crédit, BPI France a, sur son encours total de crédit d'aujourd'hui de 45 milliards, 62 millions sur des acteurs qui sont en code NAF Oil and Gas. Sur ces 62 millions, il y a 70% qui sont des prêts verts pour les aider à se décarboner. Et donc, il reste quelques millions d'euros qui sont pour un acteur oil and gas qui s'appelle Axel, sur lequel on fait un crédit bail immobilier. Vous voyez, donc c'est ça qui va disparaître. C'est dérisoire. Très bien. Pour résumer, c'est dérisoire. Monsieur Weber. Oui, on reste à peu près dans le même sujet par rapport à la labellisation donc Greenfin que vous avez, qui est une de vos initiatives. La question que je me posais, c'est quand vous accompagnez donc des investisseurs qui sont engagés dans les énergies renouvelables, mais qui parallèlement sont aussi encore engagés dans des investissements dans les énergies fossiles, est-ce que malgré tout vous accompagnez ces financements-là? Allez, une réponse brève, monsieur le réponse est oui. Oui. Ah ben voilà, c'est oui. C'est dit, c'est dit. Ce qui compte, c'est le projet. Autre question? Vous avez répondu à tout, à vrai dire, à toutes nos questions par vos propos introductifs, donc c'est un peu... Pardon.
Pas d'autres questions? Oui. Ah, monsieur le rapporteur, vous savez, il y a toujours des regrets. Oui, parce qu'on est obligé de sélectionner. Il y a beaucoup à dire. Dans le rapport de la Cour des comptes 2023, justement, la Cour souligne un alignement stratégique imparfait entre les ministères, le ministère de tutelle, et BPI France concernant l'ambition climatique française. Est-ce que ça veut dire que vous faites plus que les ministères ou que vous résistez aux injonctions des ministères? Est-ce que vous pouvez, si vous en avez connaissance, que c'est quand même un rapport de la Cour des comptes, c'est pas rien, clarifier un peu cet alignement imparfait entre la BPI et les ministères? Écoutez, monsieur le sénateur, je ne me souviens absolument pas de ce paragraphe du rapport de la Cour des comptes. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on a une gouvernance. Et cette gouvernance, c'est un conseil d'administration dans lequel il y a l'État très très largement représenté, évidemment, et incarnant la diversité, y compris d'ailleurs, puisque le ministère de la Transition énergétique et écologique est présent au conseil d'administration de BPI France, à ma demande. C'est moi qui ai souhaité qu'il y soit. Parce qu'il y avait beaucoup de représentants du ministère des Finances, et je leur ai dit, vous ne pourriez pas faire cadeau d'un de vos sièges au ministère de la Transition, puisque Banque du Climat, il faut absolument que le ministère soit présent. Diane Simu. Et donc notre plan stratégique, toute notre doctrine, toutes nos actions sont validées par cette gouvernance et par le comité climat du Conseil. Nous avons un comité climat qui est très profond, très documenté. C'est une instance importante de la gouvernance. Et donc moi je pense que la case de l'alignement avec l'État, elle est cochée par la gouvernance. Et donc je vais retrouver ce paragraphe et essayer de comprendre ce qu'il veut dire et dans quel contexte il s'inscrit. Merci. Une dernière, si vous permettez encore, juste une dernière. Est-ce que des fois vous vous réveillez le matin, monsieur le directeur général, en vous disant je rêve d'avoir 10% du capital de Total et pour pouvoir installer toute ma stratégie de comité climat, d'action pour faire évoluer ce groupe, puisque vous êtes actif dans beaucoup de grandes entreprises françaises? Non, je ne rêvais pas. Honnêtement. Vous voulez une réponse courte? Alors, très courte. Vous dites simplement que vous ne rêvez pas le matin. C'est ça. Parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans le cadre de notre commission d'enquête. Je veux dire, je suis bien content. Je suis bien content d'être une sorte d'incubateur de développeurs d'éolien et de photovoltaïque qu'ensuite on revend à Total. Parce que c'est quand même ça qu'on fait. On a fait pas mal de transactions. Donc nous, on fait grandir ces entreprises, on les développe, et puis à un moment, pouf, on les vend à Total Énergie Nouvelle. Et c'est plutôt pas mal comme rôle pour BPI France. Pas de regret? Oui, alors. Elle est très courte, Monsieur le Président. Durant les auditions que cette commission a eues, nous avons reçu François Gémen et il nous a indiqué que Total Énergie a raté l'opportunité de réinvestir massivement ses profits vers le déploiement des énergies renouvelables. Eh bien, je voulais tout simplement vous demander si vous étiez d'accord et qu'en pensiez-vous de cet aspect. Je ne peux pas m'élever au-dessus de ma condition parce que je ne connais pas le plan stratégique de Total, pour être très franc. Ce que je crois me souvenir avoir lu, mais comme n'importe quel citoyen, dans une bonne presse, que les objectifs de proportion d'énergie renouvelable dans le total du mix de Total avaient été fixés, affichés, et qui sont quand même ambitieux. Voilà, et donc j'ai tendance à me réjouir quand je lis dans la même presse que cette entreprise gagne des très gros contrats d'équipement en photovoltaïque, ici ou là, fait des acquisitions très significatives qui permettent d'atteindre cet objectif. Je pense que s'ils pouvaient aller plus vite, ils iraient plus vite. C'est dit, c'est dit. Très bien, messieurs les directeurs, je vous remercie infiniment pour cette audition. Merci. Merci beaucoup.